marche pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire de façon intelligente. C'est par cela, voilà, on a tendance à regarder le déficit courant. Et le déficit courant, il est ramené à des niveaux viables à cause des transferts, grâce aux transferts massifs en fait des Sénégalais de l'extérieur qui font pratiquement 8 à 10% du PIB. Donc, je récapitule. On a une croissance qui tourne autour de, dans les dernières années, en fait, qui n'a jamais dépassé les 5% en moyenne sur longue période, 3,1 sur la période 90, donc 2000, 3, 4, 5 la période 2000-2005, bon, et puis on redescend à 3,5. Déficit commercial, donc j'ai dit 17 à 19% du PIB. Et la conséquence de tout ça, en fait, c'est une situation. Les statistiques donnent des taux de chômage de 12,9% à peu près. Mais les statistiques sur le taux de chômage dans nos pays, vous savez, quand même qu'il y a. Là, j'invite les statisticiens. Je suis un ancien responsable des services statistiques, mais je dois dire que je posais le problème pendant que j'étais directeur de la statistique. On doit revoir les concepts de détermination en fait du chômage dans nos pays. Lorsqu'on regarde la situation de sous-emploi, par contre, le taux de sous-emploi est massif. Il est massif et il frappe qui? Essentiellement les jeunes qui représentent, quand on prend les jeunes de moins de 25 ans, ils représentent pratiquement les 2/3 de la population. Donc on était face à une situation qui n'était pas viable, qui ne pouvait pas continuer. Elle menait tout simplement vers en fait l'explosion. Donc c'est ce constat amer, donc il contraint pratiquement à opérer des ruptures. Donc c'est ce qui est à l'origine donc de ce plan ambitieux dont je viens de parler. Alors, j'ai parlé de 27 projets et 17 réformes phares, c'est important. Parce que les plans, en fait, ça fait très longtemps qu'on en fait. Sans résultat probant, parce qu'on va dans pratiquement toutes les directions. Et on n'a pas, en tant que pays africain, en général à ressources limitées, on n'a pas les moyens, ni les ressources humaines, ni les ressources financières, en fait, pour mener des politiques qui vont pratiquement dans toutes les directions. Il faut avoir des cibles. Alors, qu'est-ce qui a été fait? L'idée, donc, c'est de partir du diagnostic des avantages compétitifs et compétitifs potentiels du Sénégal, de voir également sur 3 aspects quel était l'impact en fait d'un certain nombre d'actions. Donc je récapitule sur la base du diagnostic. 6 secteurs moteurs de croissance ont été identifiés. Je crois que c'est même trop dire de parler de secteurs, vous comprendrez tout à l'heure. 6 secteurs de croissance, je les préciserai, et 6 catalyseurs. Les moteurs de croissance, on peut les scinder en 2 catégories. Le premier moteur, c'est les moteurs d'emploi et d'inclusion sociale. Nous avons 60% de la population qui vit dans le monde rural. 60% à peu près. Le chiffre exact, c'est 58%. L'agriculture contribue pour 10% au PIB. Ce n'est pas viable. C'est que s'il y a des transformations à opérer, ils doivent commencer par ce secteur. Et voilà pourquoi, entre autres, le PSE cible ce secteur, notamment dans le cadre de la transformation de l'agriculture familiale, mais dans le cadre de la promotion également d'une agriculture commerciale. Le deuxième
c'est l'habitat. C'est qu'il faut qu'on apprenne en Afrique à transformer nos faiblesses, nos difficultés en opportunités. Les enquêtes ont montré qu'au Sénégal, il y avait un déficit de 300 000 habitats. 300 000. Ça veut dire qu'il y a, vous prenez le nombre moyen de personnes par ménage, donc vous imaginez ce que ça fait comme en termes de millions de personnes qui ne vivent pas dans des conditions minimales d'habitat salubre. Donc l'habitat a été ciblé comme deuxième moteur, parce que, bon, ça, c'est pas... il y a l'adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va. En fait, voilà là une faiblesse que le PSE veut utiliser comme opportunité pour non seulement lever des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés, mais également pour stimuler l'activité. Le troisième secteur, ça concerne, je crois, un de vos thèmes, c'est l'économie, en fait, ce qu'on appelait l'économie sociale, l'économie informelle, la transition de l'économie informelle vers l'économie moderne. Je crois qu'il a été question dans un de vos thèmes d'élargissement de l'assiette, de mobilisation des ressources. C'est des choses qu'on ne peut pas faire si on de façon conséquente. En fait, si on n'assure pas une transition intelligente, je dis bien intelligente, du secteur informel vers le formel, mais de façon intelligente. One of the biggest, anyway, if it's not the biggest, particularly in terms of resources. The amounts are huge. We don't want to go brandishing figures around, but we know it's colossal, humongous. A few years ago, the ministers of finance, and I don't see Minister Ngozi here, took the bold step and said, let us look at this. What are we talking about? What are the volumes? Because lots of studies have been done. And we put together a study, which really, with the Executive Secretary himself, and we gave it to President Becky to look at. And he's doing a fantastic piece of work. He's gone all over the world. He's articulating this. We'll know the volumes that are there. So what I am suggesting is, how does ACBF get involved in this big challenge? First, the Mbeki study is almost ending in terms of determining the nature of this animal, how big is this animal, how is it affecting us. Once that's done, I have a feeling that it will be good if ACBF takes over this at this point in time and make sure that this is appropriated at every country, that every country looks at this and sees itself in this study, and if need be, do a plan of action as to say, this is how we're going to deal with this issue. I think that's very important. So they own it, they know what the problem is, and then try to see. Then I would also suggest that ACBF, based on what the countries are doing, puts up a peer learning group on this issue, because it's a big problem, and even if you do your national things, you might not cover all the elements. It is very important that the countries get together. Are you going to have an ECOWAS group on it? Or are you going to have a continental group? And so you're going to have sub-regional and continental group. There again, I think ACBF should sponsor this. So first, the ownership of the Mbeki report, and I think I would suggest that you maintain the Mbeki group, take it out of the UN system, because the UN system is not brave enough. Take it out of the UN system, take it, the finances involved in it will not be huge, but then we now move this from the issue of study to really action, and the action part, you capacitate the countries to be able to do this by really having national plans. And as I said, once that's done, you will monitor the implementation of these plans, and then we have peer groups, peer learning groups, do it at any level that you want. And I think with that we'll move in this, because really we are beating about the bush in many ways, and really we are just moving at the margins. That's the point I want to make on flows. Au moins le Conseil, monsieur le ministre, qui s'excuse, on n'est pas pouvoir prendre part à cette réunion et de lui-même quelques mesures de ces
réflexion relative des actions mises en œuvre relatives au flux illicite, comment effectivement le besoin de renforcement des capacités pourrait être examiné. Ceci étant, je souhaite d'abord discuter de ce. Alors, ceci étant, il y a une question importante que vous avez posée et qui, de mon point de vue, nous interpelle sur la nécessité d'examiner la notion de subsidiarité pour mener des actions efficaces contre les flux financiers illicites en Afrique. Alors, c'est un problème qui se pose effectivement au niveau continental, comme vous le savez, puisque il y a un comité de haut niveau qui a été mis en place. C'est un problème également qui se pose à l'échelle régionale, au niveau des institutions d'intégration. Et c'est un problème effectivement qui se pose à l'échelle des pays et même au niveau des communes. Alors, ça veut dire qu'il y a un besoin de réflexion, d'identification de la nature, comment appréhender la question des flux illicites à chaque niveau et à chaque échelle. Je pense que c'est une préoccupation d'abord fondamentale. Alors, pour ce qui est particulièrement par l'expérience exclusive du Burkina, puisque notre département a eu des organisations qui, bien sûr, ont des méthodes conventionnelles contre ce phénomène, mais finalement, que pour ces origines, des études qui ont été déjà faites, il peut provenir de la surfacturation des importations ou de la sous-facturation des réserves d'exploitation. Ça veut dire que si nous avons une entreprise minière qui est là, puisque notre système d'imposition, c'est un système déclaratif, ça aide de devenir utile. Voilà mes revenus imposables résultant de la réduction du coût des exportations et du coût des importations. Donc, on a d'abord renforcé nos capacités. Pour ce qui est des industries minières de Burkina le pays minier de Burkina on a renforcé nos capacités de sorte à améliorer notre système de fiscalité des industries minières. Moderator of this session. It's not because I am trying to seize the opportunity to practice my secret interest of becoming a TV star or becoming a master of ceremony in case things don't work out as executive secretary. But instead, it is mostly because we're actually trying to save money and cut costs so that our supporters and partners will realize that we are serious about maintaining efficiency. Because if I had a professional journalist here, it would cost me quite a bit of money. So I try to save money by trying my best to do this. Now, this panel this afternoon will deal with something that is extremely important for the continent. The issue of illicit financial outflows from Africa represents one of the major challenges that the continent faces. Think about it, a continent that does not already have enough financial resources has the ones that it already has or it should have access to flowing out illicitly out of the continent, and therefore prevents the continent from having these resources to make the necessary
social and economic investment that will enable development to occur. So the continuous outflow of billions and billions of dollars has economic consequences because of the fact that it prevents governments from having the wherewithal not only to address their challenges that they face in the countries, but also to make necessary investments. But more importantly, it can help to exacerbate corruption. It can also undermine institutions. And more importantly, it can create situations that are overall inhospitable for development to happen. What is the magnitude of the problem? There have been estimates anywhere from about $20 billion to $100 billion a year flowing out of Africa every year. There's an estimate that was made that between a space of about 10 years, that close to $1 trillion flew out of this continent. So the amounts are staggering if we were to believe those who have done the estimates. In other words, if Africa were to be able to either stop this or recover these amounts of money, they may not be needing any external aid anymore. So there are major questions that we need to tackle based upon this seriousness of this issue. How do you combat it? What capacities do you need to combat, and where specifically do you need these capacities? How can African countries build this capacity? What should be the appropriate role of the ACBF in this endeavor? So with me to discuss these issues this afternoon is another distinguished panel that will follow from the one in the morning. I have in the panel His Excellency Kako Nubukwo, who's Minister Professor Victor Murinde, Director of the African Development Institute, the African Development Bank, Mr. Hans Basil Nganinga, Secrétaire Général Adjoint, Ministère des Comptes Publics du Gabon, Mr. Hininji Kirago, he's the Vice Chair of the African Capacity Building Foundation Executive Board, and Mr. Yamsekre Tendrebego, Conseiller Technique, Burkina Faso. So, Excellencies, ladies and gentlemen, please join me in welcoming this distinguished panel that will discuss this issue. Now, as we